De tout temps, l'être humain a été fasciné par l'idée de voler. Si son rêve est aujourd'hui devenu réalité, c'est bien sûr grâce au développement des sciences, des techniques, sous leurs formes diverses, mais aussi et surtout grâce à l'observation, à l'étude, à l'imitation du monde animal, dans lequel le vol fait partie des merveilles de la nature. Et à bien des égards, nous sommes encore loin d'avoir égalé les prouesses du vol des oiseaux. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une émission qui aura pour thème le monde de la nature. Et mon invité est quelqu'un qui est passionné par la nature. Michel Dupuis est professeur de sciences, spécialisé dans la biologie, passionné par le monde du vivant. C'est aussi quelqu'un qui fait partie du groupe Harmonie Science et Foi. Et je le reçois avec plaisir sur le plateau d'Il est écrit. Bonjour Michel. Bonjour. On va parler donc du monde des oiseaux aujourd'hui, qui est un monde fascinant. Comme j'ai dit dans d'autres émissions, mon père était un grand admirateur des oiseaux. C'est même le monde des oiseaux qui l'a amené plus ou moins à reconnaître le Créateur. Qu'est-ce qui est à part dans le monde des oiseaux au sein du règne animal? Bon, premièrement, le vol des oiseaux est un des phénomènes les plus remarquables de la planète. Si quelque chose fonctionne, ça ne peut pas être dû au hasard. Le vol des oiseaux est coordonné et conçu avec précision. Chacun est équipé selon leur climat et le milieu géographique dans lequel il se trouve. Chacun est le résultat d'un processus biologique exécuté avec précision et, et on pourrait dire à l'intérieur d'un réceptacle qu'on appelle un réceptacle étonnant, qu'on appelle un œuf. Et dans cet œuf qui est fécondé, on voit qu'il y a un milieu de vie incroyable. On peut passer d'une cellule, on passe en fait d'une cellule à des milliards de cellules, et tout ça dans une cascade d'événements avec une harmonie extraordinaire pour différencier certaines cellules afin d'obtenir différents systèmes. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Lorsque l'oisillon sort de l'œuf, finalement, il va s'installer au sol, il va avoir un petit duvet. Il vole pas au début. Non, au début, il ne vole pas. Donc, il va rester sur la terre ferme et il y a un petit duvet qui va l'isoler et en même temps, il va pouvoir renforcer ses ailes et ses plumes. Donc, ses plumes devraient être fortes pour assurer le vol. Et donc, petit à petit, en grandissant, il devient capable de voler. Et voilà. Donc, le battement de ses ailes et la forme de ses ailes fait en sorte qu'il va pouvoir voler. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir voler? Voilà. Donc, premièrement, ça prend des critères de base. Le vol des oiseaux est assuré par un aérodynamisme, une force physique et un poids minimal pour qu'ils puissent voler. Et il ne faut pas oublier que les ailes ne représentent qu'une seule petite partie, une infime petite partie pour assurer le vol des oiseaux. Il y a tout un système coordonné de muscles, de ligaments, de tendons qui vont agir en même temps, simultanément, pour effectuer le vol des oiseaux. Et les os, par exemple, les os des oiseaux, si je ne me trompe pas, sont très légers, justement, pour permettre ça. Voilà. Donc, les os des oiseaux, les os du squelette de l'oiseau sont creux. Ces os-là sont supportés par un système d'armature et d'entretoise qui crée une charpente solide et durable en vue, par exemple, de pallier aux tensions du vol et aussi pour l'atterrissage. En plus, il faut mentionner que
l'oiseau doit emmagasiner beaucoup d'oxygène en vol et il n'y a pas juste les poumons de l'oiseau qui permettent de faire ça. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des sacs aériens et ces sacs aériens vont se prolonger jusqu'aux extrémités des os creux du squelette de l'oiseau. C'est-à-dire que les oiseaux respirent, mais pas seulement avec leurs poumons? Non, c'est ça. Alors, il y a des sacs aériens qui permettent d'emmagasiner beaucoup d'oxygène. Et le but de ça, c'est qu'il y ait suffisamment d'oxygène Absolument. pour leur permettre le vol. Le vol. Mais il y a aussi, les oiseaux sont évidemment équipés de plumes qui doivent être fortes et flexibles. Il y a aussi des pectoraux. Les pectoraux sont énormes. Ce sont de gros muscles placés en dessous du corps de l'animal, à l'intérieur de la cage thoracique, donc les pectoraux, entre autres. Et donc, on a une centaine de muscles, ligaments et tendons. Et le grand pectoral, qui est relié par des tendons aux deux humérus des ailes, vont permettre d'abaisser les ailes de l'oiseau, ce qui va lui permettre de la pousser vers l'avant. Et en même temps, on a un autre muscle qu'on appelle le supracoracoïde, qui est relié par un tendon à l'humérus et il agit comme une poulie pour éviter justement d'avoir un muscle qui est gros et lourd au-dessus de l'épaule. Alors, tous ces muscles-là qu'on retrouve en dessous du corps de l'oiseau vont se rassembler pour stabiliser le vol de l'oiseau et en même temps se dirige vers un centre de gravité compact. Donc, tout ça crée un centre de gravité compact à l'intérieur. Alors, c'est comme un système d'ingénierie bien en place. Effectivement. Il faut que tous les systèmes soient coordonnés pour que les oiseaux puissent voler. Donc, il y a comme un équilibre entre la rigidité de l'os et les aptitudes à voler. Et en plus, l'oiseau doit s'arracher. Donc, ça prend suffisamment de force pour s'arracher de la gravitation, donc du sol, et il faut qu'il soit suffisamment léger pour le maintenir dans les airs. Ce fameux équilibre entre... Et voilà. Il faut qu'il soit solide mais léger, il faut qu'il puisse être suffisamment résistant, mais en même temps... Voilà. Et si on prend, par exemple, le pélican, qui pèse à peu près 10 kg à l'âge adulte, bien, son squelette pèse beaucoup moins qu'1 kg. Et il parcourt des centaines de kilomètres avant d'atterrir. Alors, on voit qu'il faut qu'il y ait un squelette très léger. Alors, prenez l'exemple du pélican. On peut prendre quelques exemples quand même de ces oiseaux étonnants, extraordinaires. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'on appelle l'oiseau-mouche, le colibri, qui vole, mais qui vole d'une manière différente de tous les autres oiseaux. Effectivement. On peut dire qu'il y a 343 espèces d'oiseaux-mouches qu'on appelle le colibri. On l'appelle aussi l'hirondelle de la nature. Et il s'est répertorié seulement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il n'y en a pas ailleurs. On peut prendre juste, par exemple, la queue de l'oiseau-mouche qui permet de stabiliser le corps de l'oiseau dans les airs, de l'équilibre, et aussi permet de diriger l'oiseau à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, c'est vraiment... L'oiseau-mouche est conçu pour la vitesse et la manœuvrabilité dans les airs. Parce qu'il peut voler un peu dans toutes les directions. Voilà. Donc, il y a plusieurs vols associés à l'oiseau-mouche. Il y a 3 types de vols, en fait. Vous avez, pour avancer, donc, vous avez le vol qui permet le battement des ailes rapide de haut en bas. Ensuite, pour stabiliser l'oiseau lors de sa nutrition, donc, il y a un vol en forme de 8. Parce qu'il fait du surplace à ce moment-là, un peu. Oui, il fait du surplace à ce moment-là pour se nourrir. Et on a aussi, pour reculer, donc, il fait des cercles au-dessus de sa tête. Alors, donc, on voit que tous ces mécanismes... il y a plusieurs types de vols et il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en interaction pour le vol de l'oiseau. On pourrait dire aussi que le muscle du vol de l'oiseau-mouche représente 43 de la masse de son corps. Donc, un colibri, c'est 43 de muscles? Bien, le muscle principal pour le vol représente à lui seul 43 de la masse du corps. Donc, ça veut dire que ça lui donne une puissance énorme pour pouvoir faire ses manœuvres dans les airs. Donc, il ne faut pas oublier aussi que l'oiseau-mouche fait à peu près 100 battements d'ailes à la minute.
Vous avez aussi, au niveau de sa circulation sanguine qui est très, très rapide, on a 1250 battements à la minute pour emmagasiner le plus d'oxygène possible à ses muscles pour pouvoir faire le vol. Et Il mange aussi, je crois, une Ah! quantité faramineuse. Effectivement. Donc, pour l'oiseau-mouche, il consomme jusqu'à 2 fois son propre poids. Et lorsqu'il est réveillé, il se nourrit à toutes les 10-15 minutes. Si l'être humain avait le même métabolisme qu'un oiseau-mouche, ben il faudrait qu'il ingurgite 70 kg de nourriture à tous les jours. Donc, c'est assez spécial. On peut même ajouter pour l'oiseau-mouche, il y a une particularité, une caractéristique particulière qui est la langue. La langue est 2 fois plus longue que le bec. Et la langue qui va lui permettre de se nourrir, hein, de nectar surtout. Alors, des études récentes ont montré que la langue n'agit pas seulement par capillarité, comme on le pensait avant. Sa langue qui va jusqu'à l'intérieur Voilà. de la fleur. Donc, on s'est aperçu que la langue, dans le fond, une fois qu'elle rentre à l'intérieur du nectar, elle se divise. En fait, la langue est composée de 2 tubes étroitement serrés et effilés. Et ces 2 tubes sont reliés à une tige de support. Et au bout de ces tubes, on a une série de volets. Alors, quand l'oiseau ne se nourrit pas, les volets restent fermés. Il reste attaché à la tige centrale. Mais lorsque l'oiseau se nourrit, donc, il va allonger sa langue dans le nectar et il va séparer sa langue, c'est-à-dire, dans le fond, il va séparer ses Elle deux va se séparer tubes. en deux. Voilà, et les volets vont s'ouvrir pour piéger le nectar. Alors, quand la langue de l'oiseau mouche se rétracte, bien, le nectar, les volets se referment et à ce moment-là, il peut apporter ce nectar-là à l'intérieur de sa bouche. Et ça, il le fait, là, ça prend 1/20 de seconde. Alors, il le fait des milliers de fois par jour. Okay. Alors, imaginez, là, c'est vraiment une merveille d'ingénierie, l'oiseau-mouche. Tout est extrêmement coordonné dans un tout petit corps. Absolument, absolument. Qui est vraiment prodigieux. Ouais. Michel Dupuis, il y a un autre type d'oiseau dont j'aimerais que vous nous parliez. Un animal apparemment très commun, rien de particulier, les étourneaux. Et pourtant, il y a un phénomène assez étonnant avec les étourneaux. Oui, effectivement. Quand on parle de la nuée d'étourneaux, qu'on appelle la murmuration, c'est-à-dire à cause du battement des ailes, on lui donne Qu'est-ce que c'est qu'une nuée d'étourneaux? Alors, la nuée d'étourneaux, en fait, c'est un groupe de 300 000 individus qui se déplacent de façon très proche les uns des autres et qui peuvent donner des formes particulières. Là. C'est un des plus beaux spectacles de la nature. Et dans cette nuée d'étourneaux, on a élucidé le fait que pourquoi ils ne rentrent pas en collision. Et voilà, pourquoi ils ne rentrent pas en collision les uns les autres? 300 000 étourneaux, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, donc, on a fait une simulation informatique et on a compris que ça respectait 3 règles de base. Donc, la première règle, c'est que si on prend un oiseau, si on prend un individu, étourneau dans la nuée. Et voilà, dans la nuée, il doit observer ses 7 voisins les plus proches. Donc, ceux à gauche, ceux à droite et ceux en avant. Deuxième règle de base, bien, il faut garder une distance minimale entre chaque oiseau. Et troisième règle, bien, si ton voisin tourne, fais de même. Et ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, c'est qu'il n'y en a pas un qui dirige la nuée ou la volée d'oiseaux. Alors, il n'y a pas un leader de cette nuée d'étourneaux? Et effectivement. Et en plus, chaque oiseau le fait en 1/10 de seconde. Donc, c'est vraiment un phénomène Ils ne se touchent pas, ils ne rentrent pas en collision. Et ils font toutes sortes de figures extraordinaires. Ça, c'est réglé en un dixième de seconde. En un dixième de seconde. Effectivement. On voit aussi à quel point le phénomène est extrêmement précis. Oui. On continue à parler de quelques oiseaux particuliers. Est-ce qu'on peut parler un peu des migrations? Effectivement. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. Et puis, il y a un animal en particulier, un oiseau en particulier qui fait des migrations qui font le tour du monde quasiment. Oui, si on prend la sterne arctique, c'est la plus longue migration dans le monde animal. Il fait 35 000 km d'un pôle à un autre. Et lorsque on parle de la sterne arctique, il y a tout dernièrement, on a élucidé l'explication de la migration. En fait, il va partir du Groenland et il va
s'arrêter à peu près à la moitié de l'Atlantique Nord pour se nourrir et faire le plein de réserves d'énergie. Donc, il arrête là pendant un mois à peu près. Et ensuite, il repart. Rendu à l'équateur, le groupe se divise en deux parties. Alors, il y a une partie qui va descendre vers le sud-ouest, la côte sud-ouest brésilienne, et l'autre partie sur C'est l'Afrique, en face. sud-est africaine. Et à ce moment-là, ils sont séparés par des milliers de kilomètres et ils vont maintenir le cap jusqu'à l'Antarctique où ils vont se réunir pour se nourrir. C'est quand même extraordinaire. Et ils vont se nourrir là-bas parce qu'il y a beaucoup de plancton et les petits poissons se nourrissent de plancton et la sterne arctique se nourrit du plancton. Et quand la température redescend, bien là, ils font l'inverse. Ils font l'inverse. Ils vont revenir vers l'Arctique et ils vont faire un vol, un itinéraire en forme de S parce qu'ils vont suivre les vents dominants pour économiser leur énergie. Et ils vont arriver encore une fois en même temps, au même moment, dans l'Arctique pour pouvoir se reproduire cette fois-ci. Ils auront fait donc 70 000 km à peu près? Ils vont avoir fait à peu près 70 000 km en un an et ils vont le faire 30 fois au cours de leur vie. Ça équivaut à peu près à 2,4 millions de kilomètres et c'est l'équivalent de la distance Terre-Lune qu'on ferait 3 fois. Et distance Terre-Lune, c'est 385 000 kilomètres. Donc là, on parle de phénomènes extraordinaires, le vol en lui-même, on a parlé des colibris, on a parlé des étourneaux, on vient d'évoquer les oiseaux migrateurs. Quelle est l'explication qui est donnée généralement par la science, on va dire, matérialiste, évolutionniste? OK. Alors, selon l'évolution, les reptiles se seraient transformés en oiseaux. Il y a des plumes qui auraient poussé, des ailes, et pour pouvoir... certains reptiles, dinosaures... grimperaient d'un arbre à un autre pour essayer d'attraper quelques insectes. Il y a même un fossile qui a été découvert, qui est l'Archéoptérix, et les évolutionnistes misent beaucoup sur ce spécimen-là parce qu'à cause des dents. Mais si on regarde les caractéristiques de l'Archéoptérix, il y a toutes les caractéristiques du vol des oiseaux. Donc, un squelette léger, des os creux, des ailes. Effectivement... Il a des dents, c'est la seule différence. C'est la seule différence. Donc, il y a des dents, mais vous savez qu'il y a des reptiles aussi qui n'ont pas de dents. Par exemple, si on prend la tortue ou les serpents, ils ont des crocs, ils n'ont pas de dents. Alors, on ne peut pas se baser là-dessus. En plus, alors, pour passer des reptiles aux oiseaux, les reptiles, donc, il faudrait transformer les membres antérieurs pour donner des ailes. Les écailles, il faudrait qu'ils soient transformés en plumes. Donc là, vous nous parlez un petit peu de l'impossible passage entre le monde reptilien et le monde des oiseaux. Qu'est-ce qui fait que cette hypothèse-là, que les oiseaux seraient simplement l'évolution lente sur des millions d'années de reptiles, qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas la route? Bien, comme je vous dis, donc juste le fait de les membres antérieurs en ailes et les écailles en plumes, déjà, c'est bizarre. Et en plus, on part, c'est-à-dire d'un animal qui est ectotherme ou poikilotherme, c'est-à-dire à sang froid. Les reptiles sont des animaux à sang froid, donc ils dépendent de la température du milieu pour transformer ça en animaux à sang chaud comme les oiseaux, puis la température est très élevée. Il y a plusieurs choses aussi. On partirait d'eau compacte en eau creux. Il y a même une diminution d'eau. Il y a même les oiseaux ont juste un os au niveau de l'oreille moyenne. Il y a des cônes de plus aussi au niveau de la rétine pour pouvoir voir des ultraviolets. La disparition de la vessie. Donc, les oiseaux n'ont pas de vessie, ce qui explique que leurs fientes sont semi-liquides. Alors, tout ceci... Le système respiratoire n'est pas le même non plus. Le système respiratoire est beaucoup plus rapide chez les oiseaux et le système circulatoire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Il faut dire que l'évolution est basée sur le matérialisme scientifique qui dit que dans l'univers, il y a seulement que de la matière et de l'énergie. Et la matière qui se transforme en énergie et vice-versa. Donc, il n'y a pas d'intelligence qui est impliquée. Il n'y a pas d'intelligence ou de concepteur impliqué. On pourrait citer Francis Crick, qui est celui qui a découvert, un des scientifiques qui a découvert l'ADN, qui dit ceci, les biologistes doivent garder toujours à l'esprit de ce qu'ils voient n'a pas été conçu.
mais a plutôt évolué. Alors, on nous répète encore et encore que l'intention qui est omniprésente... Que l'on voit, et voilà. en réalité, n'existe pas. Et voilà. Donc, cette intention-là et la conception d'organes ou de systèmes n'est qu'apparente. Alors qu'en réalité, c'est clair qu'il y a une conception, il y a un ingénieur derrière tout ça. Effectivement. Et si on prend les ailes des oiseaux sont conçues pour le vol. Donc, le corps de l'oiseau respecte les lois de la physique, donc la portance, la gravité, la traînée, la poussée. La forme du corps et la forme des ailes va lui permettre la poussée vers l'avant et un mouvement ascendant vers le haut. Donc, le fait que l'aile soit plus courbée en haut fait en sorte que l'air passe beaucoup plus rapidement au-dessus de l'aile qu'en dessous et ça crée une différence de pression puisque la pression est plus forte en dessous qu'au-dessus et l'oiseau va s'élever dans les airs. C'est ce qu'on appelle la portance. Et le battement des ailes fait en sorte que ça comprime tout cet air-là et il va avoir la poussée vers l'avant. Donc, la forme du corps et des ailes va minimiser aussi la résistance de l'air ou la traînée. Alors, on voit que toutes les lois de la physique tout ça, c'est la marque de l'ingénieur dont je parlais il y a un instant qui est derrière tout ça. Et tout ça est coordonné en même temps. On peut faire aussi l'analogie avec, dans le domaine de l'aviation, la conception et la marque de vision d'un plan, d'un but. La sélection naturelle qui est aveugle, comment peut-elle expliquer le vol des oiseaux? Le problème majeur, c'est le manque de vision. C'est un peu comme si on disait que l'avion s'était construit tout seul, quasiment. Et voilà. Donc, si on prend un avion 747 et on sépare toutes ces parties-là, on met ça dans une pièce et on prend un ventilateur pour reconstituer toutes ces pièces-là, on sait très bien qu'on n'aura jamais un vol 747. Quand bien même ça soufflerait pendant 1 million d'années. Et voilà. Et les organismes vivants sont beaucoup plus complexes qu'un 747. Ils sont réactifs, vivants, ils font partie d'un tout intégré. Donc, l'intelligence est capable de ce processus causal. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, seule l'intelligence, une extraordinaire intelligence, peut être la cause. Et voilà, de l'apparition des oiseaux et du vol des oiseaux. Et voilà, un système planifié est le fruit d'un protocole et d'un esprit qui a anticipé un problème et qui va résoudre ce problème-là par un protocole en plusieurs étapes. Le dessin intelligent est capable d'expliquer ça. Et on voit ce processus-là dans le vol des oiseaux. C'est la seule explication logique. Et voilà, pourquoi... lorsqu'on passe d'un 747 à un pigeon, il faudrait se soustraire à ces dans un règles. cas, il y a l'intelligence, mais pas dans l'autre. Et voilà, donc il y a juste l'intelligence qui est capable d'expliquer tout ça. Et tous ces systèmes qui sont coordonnés avec une précision remarquable, c'est ce qui est le plus extraordinaire qu'un être humain a pu faire jusqu'à maintenant. Donc... Merci Michel Dupuis. On aurait pu parler encore longtemps des merveilles du vol des oiseaux. Mais je crois que vous nous avez aidés à comprendre un petit peu ce qu'est ce merveilleux monde aviaire. On aura l'occasion sans doute de se retrouver pour d'autres découvertes. Merci encore. Merci beaucoup. Il y a plusieurs millénaires, le patriarche Job s'extasiait devant les vols des oiseaux et reconnaissait derrière les oiseaux la main d'un créateur. Et je veux terminer cette émission en lisant avec vous quelques versets du livre de Job, au chapitre 12, les versets 8 et 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.
Bonjour les amis. Bonjour, Bonjour. Rémi. On a peu de temps aujourd'hui, alors on va directement au but. France, Oui. présente-nous l'offre de la semaine, une belle Avec offre. plaisir. Une nouvelle offre, en fait, c'est quelque chose de différent d'habitude. Au lieu que ce soit un livre, c'est un DVD. Alors, Bon. c'est un film documentaire qui a été conçu par Illustra Media. Ça fait partie d'une série qui s'appelle La conception de la vie. Donc, ici, ça concerne bien sûr les oiseaux. Ça s'intitule Le vol. Alors, on voit vraiment une qualité de documentaire exceptionnelle par rapport aux images, par rapport aux explications, aux recherches scientifiques, aux découvertes qui ont été faites. On voit aussi par, comment on dit, La reconstitution, par ordinateur, C'est voilà. Donc, les images par ordinateur, Et l'explication. la qualité, les Oui. couleurs, l'explication. Moi, personnellement, j'ai appris, j'ai découvert des choses, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Très On bien, est émerveillé de regarder ouais. ces images et ça Voir démontre ça en famille. qu'il y a vraiment un créateur. Oui, on découvre tout ça en famille, on peut le regarder plusieurs fois. Puis, ça prouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est convaincant. Quelqu'un qui ne croit pas au créateur, quand tu regardes ça, ça c'est fait difficile de ne pas avoir des réfléchir. doutes. Oui, ça fait réfléchir. OK, alors rappelle-nous, on peut obtenir ça comment? 15 quand on nous appelle par téléphone, par Internet, peu importe. Contactez-nous, 15 vous pouvez avoir votre copie. Le vol, le génie des oiseaux, Oui, un DVD voilà. à ne pas manquer. Ouais. Merci France. Sylvain, rapidement, tu veux aussi dire un mot aux auditeurs concernant le fait que l'équipe est à leur service dans un domaine Oui, particulier. exactement. Donc, j'aimerais simplement mentionner à nos auditeurs qui peuvent communiquer avec nous pour leur requête de prière. Donc, ce que je veux dire par là, tout simplement, il y a des gens soit qui vont prendre le temps de nous écrire, de nous appeler, partager avec nous leur requête de prière parce qu'ils ont des besoins particuliers sur le domaine de la santé, personnelle, au niveau du travail, etc. Spirituel. Ouais, bon, voilà. Donc, on a l'équipe, évidemment, il est écrit. Tous les mercredis, on prend le temps de prier avec l'équipe. Mais aussi, on a les sentinelles de prière au Centre d'écrit de Montréal. Donc, on prend le temps et on s'engage de prier pour les gens. Et aussi, bien sûr, d'écrire ou de répondre lorsque... Chacun reçoit une réponse personnalisée Ouais. lorsqu'il nous présente une requête de prière. Voilà. Et si on croit au Créateur, on croit que ce Créateur peut agir dans nos vies. Ouais. Et donc, on rentre en contact avec lui par la prière. Ouais. Je vous invite donc à présenter une requête de prière. Merci Sylvain, merci France. Ça fait Si vous plaisir. voulez obtenir votre exemplaire de notre offre de la semaine, le vol, le génie des oiseaux, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Ça fait au moins 4-5 ans que j'écoute les émissions assez régulièrement. Et puis, mes commentaires face à l'émission, c'est que c'est très bien structuré. Il y a toujours un sujet bien en particulier. Et puis, il y a un invité relatif ordinairement pour le sujet en tant que tel. Mais je trouve qu'un auditeur qui écoute ça, c'est très, très simple. Puis quand l'émission est terminée, on a compris ce que ça voulait dire, surtout quand on lit soi-même un peu l'Évangile. Mais ça donne une certaine précision à ce qui se dit en tant que tel. Là. C'est très intéressant parce que c'est varié d'une semaine à l'autre. Nous voilà arrivés au bout de cette émission. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. La semaine prochaine, une autre émission consacrée au monde de la nature. Ne la manquez pas. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».